Bonsoir, Éric Emmanuel Schmitt. Bonsoir. Bienvenue à Nantes. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir. Merci à tous d'être venus partager ce moment autour d'Éric Emmanuel Schmitt, qui réussit l'exploit chaque année de donner rendez-vous de manière différente à son public. Et ce rendez-vous aujourd'hui, eh bien, il est avec La Vengeance du Pardon, un recueil de 4 nouvelles publiées chez Albin Michel. Après avoir interrogé le bonheur avec Odette Tout-le-Monde, avoir interrogé la rédemption avec le concerto à la mémoire d'un ange, là, il y a aussi eu l'amour invisible avec les 2 messieurs de Bruxelles, eh bien, Éric Emmanuel Schmitt aujourd'hui examine l'ambiguïté du pardon et finalement comment eh bien, chacun de nous nous débrouillons avec notre humanité d'une certaine manière. Alors, en préparant cet entretien, je me suis retrouvée face à une difficulté. C'est comment évoquer ces 4 nouvelles qui s'intitulent successivement Les Sœurs Barbarin, Mademoiselle Butterfly, La Vengeance du Pardon et Dessine-moi un avion. Comment vous en parler sans vous dévoiler l'essentiel? Parce que qui connaît Éric Emmanuel Schmitt sait combien il est à la fois le champion du suspense psychologique, un conteur, un fabuliste incroyable, sans oublier le philosophe qui n'est jamais bien loin. Et d'autant que chaque nouvelle éclaire le pardon de façon différente en s'équilibrant les unes les autres. Aussi, je me suis dit que pour commencer, la meilleure solution serait sans doute que vous, Éric Emmanuel Schmitt, homme de théâtre et donc artiste de la concision et puis scénariste en plus, vous puissiez nous faire un pitch de chacune de ces 4 nouvelles. Vous avez une difficulté, vous me la refilez, quoi. C'est un petit peu ça. C'est un peu ça. Et puis, évidemment, après, nous irons explorer avec un kaléidoscope toutes les différentes facettes du pardon que vous évoquez. Mais je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas trop en dire. Oui, c'est vrai. Je suis ravi d'être ici. Pour 2 raisons d'ailleurs. D'abord parce que je me retrouve dans un amphi. Ça faisait très très longtemps que je ne m'étais pas trouvé dans un amphi. Parce que c'est mon seul et unique métier a été d'enseigner la philosophie à l'université. J'ai enseigné 4 ans à l'université de Chambéry. Donc voilà, depuis 1994, je ne me suis pas retrouvé dans un amphi. Donc aujourd'hui, cours sur Kant. Et prenez un papier, interrogation. Voilà. Et la deuxième raison, c'est que Nantes est une ville qui est chère à mon cœur parce qu'elle a joué un rôle dans ma vie, puisque la première fois où j'ai été joué sur une scène de théâtre, c'était ici à Nantes. L'Espace 44. À l'Espace 44, la Maison de la Culture Espace 44, c'était en 1991. La Nuit de Valognes, qui maintenant est au programme du bac, le temps passe, qui était ma première pièce, créée ici par Jean-Luc Tardieu, avec Micheline Prel, Daniel Lebrun, Mathieu Carrière, etc. Donc la première fois où j'ai eu l'émotion de voir mes personnages vivre, c'était ici, et tout de suite après, ça a été repris à la Comédie des Champs-Élysées à Paris. Alors, commençons. Vous voulez me faire parler? Oui, par la première peut-être. La première, les Sœurs Barbarin. Ouais. Les Sœurs Barbarin, c'est l'histoire de... Ça commence aujourd'hui, ça commence de nos jours. Il y a eu un crime. Et donc, pour comprendre ce crime, ou pour comprendre la disparition de quelqu'un, il va falloir remonter dans le passé des Sœurs Barbarin. Et on va remonter il y a plus de 80 ans, lorsqu'elles sont nées. D'abord, on n'en attendait qu'une ou qu'un, et pas 2, puisqu'à l'époque, on ne faisait pas d'échographie. Voilà, les parents attendaient leur premier enfant, et s'étaient dit, si c'est un garçon, on l'appellera Moïse, et si c'est une fille, on l'appellera Lily. Et donc arrive une petite fille absolument adorable, tout le monde est content, Lily, hop, et une demi-heure plus tard, surprise, une autre, qui gueule un bon coup, qui est assez furieuse, parce que visiblement elle sent qu'on ne l'attend pas, et les parents, un peu pris de court, lui donnent un prénom par défaut, un garçon Moïse, une fille Moïsette. Et c'est là que l'histoire commence vraiment, c'est-à-dire un prénom par défaut. Et après,
tout va s'enclencher un peu comme ça entre les deux sœurs. Quand on veut les sortir de l'espèce d'œuf de la gémellité, l'œuf de leur enfance, hein, parce que vous savez, les jumeaux au départ, il y a une espèce de symbiose incroyable, c'est-à-dire si l'un commence une phrase, l'autre la finit, si l'un entame un geste, il est achevé par l'autre. Donc les parents vont essayer d'introduire de la différence entre les deux petites filles, et donc pour l'anniversaire des 4 ans, ils offrent des cadeaux différents, un paquet rouge, un paquet bleu. Et évidemment, c'est insupportable pour la petite Moisette, parce qu'elle veut le paquet de sa sœur. Et surtout quand le paquet est ouvert, puisqu'à l'intérieur, il y a une très belle poupée blonde, la poupée dont rêvent toutes les petites filles, alors qu'elle reçoit un nounours. Et c'est à 4 ans que sa vie se joue, puisque c'est ce jour-là qu'elle prend conscience qu'elle est seule au monde, c'est-à-dire elle prend conscience d'exister, comme nous tous, qu'elle a une sœur, mais ce qu'elle pense, c'est que sa sœur lui mange sa place, lui mange l'attention des autres, lui mange l'amour de ses parents. Elle n'a pas demandé à avoir une sœur jumelle et elle doit subir cette sœur jumelle. Et au lieu d'en vouloir, mais la pauvre, comment pourrait-elle le faire à 4 ans? Au lieu d'en vouloir aux adultes, finalement d'avoir un traitement un peu différent des deux petites filles, en plus on dit Lily et l'autre. Ça arrive souvent ça dans les couples de jumeaux. On dit le nom du premier puis on dit l'autre. Vous êtes quand vous êtes l'autre. C'est difficile à supporter. Et donc, elle va, à 4 ans, prendre conscience que sa sœur est là et en vouloir à sa sœur pour toute sa vie, en décidant que sa sœur lui vole sa place. Et elle pense qu'elle est victime de sa sœur. Donc, sa prise de conscience au monde, c'est prise de conscience d'être victime. Et vous savez ce qui se passe souvent quand on pense qu'on est victime, on devient le bourreau des autres. Et elle va devenir le bourreau de sa sœur. C'est-à-dire qu'elle va passer son existence entière à lui faire toutes les crasses possibles et imaginables. Et en plus, quand on est jumelle parfaite, jumelle identique, on peut en faire des crasses supplémentaires, puisqu'on peut se substituer à l'autre. Et donc, on va suivre l'histoire de ces deux sœurs. Elles sont complètement semblables physiquement et complètement différentes psychologiquement. Parce que Lily est une bonne nature, elle est heureuse, elle est aimée, elle aime sa sœur. Et Moisette, parce qu'elle se pense victime, est beaucoup plus hypocrite, perverse, multiplie les sales coups, fait la différence entre les apparences et la réalité. Et au fond, dans ces deux sœurs, il y a une circulation des sentiments qui est tout à fait étrange. C'est-à-dire que chaque fois que Moisette va faire une saloperie à sa sœur, Lily va pardonner. Et il y a une escalade, c'est-à-dire plus Lily pardonne, plus Moisette va encore plus loin. Plus Lily aime, plus Moisette la déteste. Parce que Moisette se rend compte aussi que sa sœur est habitée par un amour pour elle. Et elle découvre qu'elle n'éprouve pas cet amour. Donc elle se sent en plus vide. Et elle pense que vraiment sa sœur a tout, y compris la capacité d'éprouver de l'amour, ce qu'elle n'éprouve pas, elle est pleine de haine. Et donc on va suivre toute la vie de ces... Après, il y a une intrigue policière et un suspense que je ne vous raconte pas. Mais ça nous permet... Pour moi, c'est la première réflexion sur le pardon que je fais dans le livre. Parce qu'ici, c'est un pardon à répétition. C'est-à-dire, Lily pardonne toujours. Et on peut vraiment se demander si ce pardon est à bon escient. Est-ce qu'un pardon qui se répète de façon systématique, presque programmatique, un pardon qui se donne à chaque fois, est-ce que c'est un bon pardon, ou en tout cas, est-ce que c'est un pardon utile? En fait, non. Je crois que si Lily avait refusé de pardonner, elle aurait mis des limites. C'est ce que sa sœur cherche, des limites. Mais comme la limite n'arrive jamais, elle la repousse, elle la repousse, elle la repousse totalement. Donc on est en face d'un très beau sentiment, le pardon, mais qui a les conséquences exactement inverses, l'accroissement de la vengeance. On est en face d'un très beau sentiment, l'amour, mais qui provoque exactement l'inverse, la haine. Parce que ce n'est pas un amour intelligent, c'est pas un amour tacticien, c'est pas un amour stratège, un amour qui est au service de l'autre. C'est un amour qui est au service, finalement, d'elle-même. Elle aime, ça l'arrange d'aimer, et comme ça, les problèmes sont résolus. Donc,
Ce qui m'intéresse, moi, toujours de raconter, que ce soit au théâtre ou dans mes romans, ou encore plus dans les histoires, dans les nouvelles, qui est mon genre préféré, c'est l'ambivalence de tous les sentiments. Et l'impureté, au fond, fondamentale des sentiments humains. Oui, parce que là, on se demande est-ce qu'on peut tout pardonner aussi? Parce qu'elle va loin, la Moïsette. Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'est une vraie question. Bon, faut peut-être qu'on s'interroge sur le pardon d'abord. Oui, alors peut-être, alors je sais pas. Est-ce qu'on fait un petit pitch de chacune des nouvelles et puis ah ouais, d'accord. Peut-être et puis parce qu'il y a quand même des choses qui sont transversales. Ouais, vous avez raison. Dans je vous laisse allez-y. Je vous laisse conduire la chose. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous nous faites un petit pitch de la deuxième? Mademoiselle Butterfly. Mademoiselle Butterfly, c'est l'histoire d'un pari stupide comme on peut en faire quand on a 17 ans. Une bande de garçons, des Parisiens, ils sont en vacances en Savoie, donc ils ont l'impression d'être des supérieurs, parce qu'ils sont eux civilisés dans une contrée sauvage. Et puis, bon, ils ont 17 ans, ils sont à la fois pleins de testostérone et de prétention. Mais l'arrogance, c'est supportable qu'à 17 ans. On peut pardonner l'arrogance aux jeunes. Quand on est arrogant à 60, c'est un problème. Donc voilà, ils sont normaux, quoi. Et ils pensent que le monde leur appartient, ils ont envie de tout, etc. Et tout d'un coup, pari stupide. Un pari, c'est qui est-ce qui est capable de coucher avec Mandine? Mandine, qui est-ce? C'est une jeune fille qui est du Cru, qui vit en Savoie, qui vit avec son père et qui s'occupe des bêtes. Et c'est une fille absolument sublime de beauté. Elle est impressionnante de beauté, mais en même temps, elle a un retard mental parce qu'à sa naissance, le cordon ombilical était entouré autour du cou, donc il y a eu une difficulté de respiration pendant les premiers moments de vie et hors du ventre, et donc ça a provoqué une non-oxygénation de certaines zones du cerveau, donc un retard mental. Elle a eu beaucoup de mal à apprendre à parler, à écrire et à un peu compter. Et donc les garçons, pour lutter contre la séduction de Mandine, parce qu'elle est pétrifiante de beauté, ils l'appellent Simplette. Et comme ça, ils mettent de la distance et ils se redonnent de la supériorité par rapport à la séduction fatale qui est la sienne. Et voilà, William, le héros de cette histoire, William Golden, va s'entendre dire « moi », qui est capable de coucher avec Mandine, « moi ». Et à partir de là, il est celui dans le groupe qui est chargé de séduire cette jeune fille. Et il va devenir double. Il va jouer... Enfin, pas jouer, il va presque subir un double jeu de personnalité. C'est-à-dire qu'auprès de ses camarades et des garçons, il continue à rouler des épaules, à faire le malin, à jouer le cynique, le don Juan qui maîtrise absolument la relation et qui va arriver à ses fins. Voilà, le dominateur parfait. Et quand il est en face d'elle, il change totalement, il est complètement amoureux, il est complètement séduit, elle le bouleverse. Et il n'arrive pas à accorder ces deux moments de sa personnalité. En fait, qu'est-ce qui se passe? Son moi social écrase son moi profond. Donc, son moi social va faire croire qu'il joue un jeu, et son moi profond, il est tout d'un coup très sincère avec elle. Alors, c'est une expérience extrêmement étrange pour lui, qu'il garde secrète, et puis l'été finit, et il s'en va, et puis il se dit, voilà, l'affaire est close. Or, un enfant va naître, et William va vouloir se débarrasser de tout. Il va vouloir traiter le problème en l'ignorant. Il va croire que le déni est une solution à son problème avec cette femme et à son problème avec cet enfant. Donc il va faire en sorte qu'elle ne puisse plus jamais le joindre. Il va donner de l'argent pour qu'elle se débarrasse de cet enfant, ce qu'elle ne fera pas. Mais lui fera semblant de croire qu'il n'y a pas de fils, etc., etc. Et on suit ici le chemin d'un ambitieux qui veut être riche, qui veut de la puissance, qui veut pas se promener dans le monde avec cette femme-là à son bras,
qui ne reconnaît pas cet amour qu'il éprouve pour elle, ou plus exactement, qui ne se reconnaît pas lui-même dans cet amour. Et eh bien l'histoire va le rattraper. L'histoire va le rattraper. Il y a un moment où il va être obligé de retourner vers elle, de retourner vers son fils. Il va constater qu'elle l'attendait, avec le cœur pur, intact. C'est pour ça que j'ai appelé la nouvelle Mademoiselle Butterfly, parce que si vous connaissez l'opéra de Puccini, Cho-Cho-san, la japonaise, attend Pinkerton, l'horrible américain qui a fait un enfant avec elle, l'attend d'une façon très très pure, en doutant jamais qu'il revienne. Et là, elle était exactement pareille. Et il va revenir. Maintenant, il faut lire l'histoire pour savoir pourquoi il va revenir et ce qui va se passer. C'est-à-dire que Mandine, Mademoiselle Butterfly, c'est l'amour pur. C'est l'amour pur, c'est le cristal de l'amour, un amour incandescent. Et du coup, un pardon, une capacité de pardonner au-delà des êtres normaux. Et peut-être y aura-t-il même une contagion de cet amour et de cette pureté. Peut-être. Alors la troisième nouvelle, c'est La vengeance du pardon. Oui. C'est un peu la grande sœur du recueil. Oui. Parce que moi, mes livres de nouvelles m'arrivent toujours... c'est un ensemble. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui va prendre des nouvelles qu'il a publiées dans les journaux pour faire un recueil et puis de donner un titre. Non, moi, c'est un livre que j'écris de la première ligne à la dernière, comme vous allez le lire. Et ça se voit. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être que mes livres de nouvelles rencontrent le public. C'est parce qu'ils sont exactement écrits comme des romans, de la première ligne à la dernière, et qui forment un ensemble. C'est comme une symphonie, finalement, écrite par un compositeur en 4 mouvements. Les mouvements sont différents, mais ils s'éclairent et se répondent. Et là, les 4 histoires sont différentes, mais elles s'éclairent et elles se répondent. Et donc, la grande sœur, celle qui est arrivée en premier dans mon esprit, mais qui a amené ses petites sœurs, les autres histoires, c'est La vengeance du pardon. C'est une histoire, je dois dire que son ancrage est dans la réalité. Et je tiens à le dire parce que la situation de base est tellement forte et tellement violente qu'on pourrait croire que c'est une invention de romancier, et pas du tout. Il y a un peu plus de 20 ans, j'avais rencontré l'avocat d'un tueur en série célèbre, dont je n'ai pas envie de dire le nom, qui avait défrayé la chronique parce qu'il avait violé puis assassiné plusieurs jeunes femmes. Et cet avocat avait défendu pas tant son client que la justice. Il était là pour que la justice soit là, c'est-à-dire qu'il y ait une défense pour l'accusé. Mais il était lui-même effondré devant l'opacité de l'accusé, qui n'éprouvait aucun remords, aucun regret, et qui n'était absolument pas empathique, c'est qui est le propre des tueurs en série, l'absence d'empathie. Et évidemment, le procès avait été une douleur épouvantable pour tous les proches des victimes, les parents de victimes, les frères et sœurs de victimes, les fiancés, parce qu'ils n'avaient obtenu aucune explication de cet homme. Et je dirais même qu'ils avaient subi une deuxième violence, la violence de l'indifférence. L'indifférence du tueur. Et à l'issue de ce procès qui avait condamné l'homme à la prison à perpétuité, les proches étaient revenus chez eux avec encore plus douloureux, je dirais, et une femme avait réagi totalement différemment des autres. Une femme avait entamé une relation avec l'assassin de sa fille. C'est-à-dire, elle allait le visiter en prison. Et je me souviens, cet avocat pénaliste m'avait dit « Que cherche-t-elle » Et alors j'avais immédiatement eu une intuition, et donc 20 ans plus tard, comme l'histoire ne m'a jamais quitté, bien sûr, je savais que je l'écrirais un jour, 20 ans plus tard, j'ai mis en forme cette intuition et écrit l'histoire, qui s'appelle donc La vengeance du pardon, sur cette femme qui vient visiter l'assassin de sa fille en prison, de sa fille unique, je précise. Elle est très puissante, cette nouvelle, mais on va y revenir. Et donc la 4e s'appelle « Dessine-moi un avion ». Ah, « Dessine-moi un avion », voilà. C'est la première phrase de l'histoire, c'est la première phrase que prononce la petite fille, Daphné. Le personnage principal de l'histoire, c'est un vieil homme, Werner von Breslau, ça se passe en Allemagne. Il a plus de 90 ans,
Il ne s'intéresse plus beaucoup aux gens, au monde, à sa propre famille. C'est un taiseux. Et on va découvrir qu'en fait, c'est un blessé. C'est quelqu'un qui n'a pas supporté ce que le siècle l'a obligé à vivre. Et voilà, cet homme qui n'a d'attention qu'à son jardin et qu'à ses fleurs, tout d'un coup, au milieu de ses fleurs, il y a une petite fille absolument ravissante et qui lui dit « Dessine-moi un avion ». Au début, il va râler, puis elle est tellement insistante, elle est tellement extraordinaire que va s'enclencher une vraie relation, un vrai amour entre ce vieil homme et cette petite fille. Et cette petite fille, elle a toujours à la main un livre, Le Petit Prince, bien sûr. Dessine-moi un avion était assez clair. Elle a toujours un livre à la main, Le Petit Prince. Et lui, qui n'a jamais lu ce livre, va le lui lire les jours de pluie, quand il ne s'occupe pas du jardin. C'est leur deuxième jardin, c'est ce conte magnifique. Et il va être bouleversé par ce conte. Il va se rendre compte qu'entre lui et la petite fille, c'est l'histoire du renard et du petit prince, où chacun apprivoise l'autre, que ça rend la vie encore plus belle, mais que ça risque de la rendre encore plus triste, le jour où ça ne sera plus possible, etc. Et cet homme change. Cet homme change parce que, vous savez, c'est ça les rencontres. Hein. Les rencontres, c'est ce qui provoque un avant et un après. Alors voilà, il y a un avant Daphné, un après Daphné. Cette petite fille, voilà, l'amène au meilleur de lui-même. Et ce livre aussi. Et tout d'un coup, l'intérêt qu'il éprouve pour ce livre, pour son auteur, Saint-Exupéry, avec qui il partage la passion des avions. Ils ont été des pionniers de l'aéropostale dans les années 20. Ils ont fait la guerre tous les deux, pas du même côté, etc. Et tout d'un coup, un jour, Werner va se rendre compte que dans le passé, il a fait quelque chose d'absolument épouvantable, un crime. Et terrible. Involontaire, oui, un crime totalement involontaire. Et la question qui se pose dans cette histoire, c'est comment se pardonner à soi. Parce que comme chaque histoire illustre un aspect du pardon, c'est la question de la culpabilité. Hein, c'était comment on vit avec une culpabilité et comment on peut, est-ce qu'on doit se pardonner ou pas. Alors la question du pardon, là, vous l'avez bien compris déjà à travers le titre, La vengeance du pardon, qui d'emblée pose un paradoxe, et puis qui nous rappelle, on peut peut-être commencer par là, que quand on fait du mal, ou plutôt quand l'on nous fait du mal, nous nous trouvons face à deux solutions, la vengeance ou le pardon. Oui, on a tout le temps ça dans nos vies. On nous fait du mal, on nous trompe, on nous vole, on nous ment, on nous trahit. Vengeance ou pardon? Certains disent oubli. C'est encore autre chose, ça. Parce que le pardon, c'est tout sauf l'oubli. Donc, en fait, cette problématique de la vengeance et du pardon, c'est à l'intérieur de nos vies, c'est totalement courant, et très curieusement, on n'en parle jamais. Notre époque ne parle jamais du pardon. C'est pas du tout un thème à la mode. Au contraire, aujourd'hui, quand on prend la parole, souvent en public, c'est plutôt, il y a plutôt un discours victimaire qui prédomine. C'est-à-dire, on dit de quoi on est l'ennemi, on dit de qui on est la victime. On n'est pas du tout dans le dépassement de ça. On est dans un moment de l'histoire comme ça, pour des tas de raisons. Et je dis ça sans jugement. Par contre, il se trouve que dans nos vies, on est tout le temps en face de la problématique de la vengeance et du pardon. Et alors moi, ça me paraît peut-être important de définir le pardon. Oui, il n'est pas unique, il est multiple. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on peut en faire une définition unique, et à partir de là, la propre des hommes, c'est qu'ils arrivent à habiter quelque chose qui est défini de façon multiple. Le pardon, qu'est-ce que c'est? Le pardon, c'est... c'est fou, j'ai des réflexes de prof qui reviennent. C'est le cadre. Je suis désolé. Le pardon, qu'est-ce que c'est? C'est dire à l'autre, je ne te réduis pas au mal que tu m'as fait. Je ne te réduis pas au mal que tu m'as fait. Ça veut dire, je sais que tu es capable du pire et du meilleur, je sais que tu es capable de milliers d'actes, je ne vais pas te pétrifier dans un seul de tes actes, un acte mauvais et un acte mauvais qui me concerne. Donc finalement, le pardon, c'est refuser de simplifier l'autre, refuser même de l'essentialiser, c'est-à-dire de le transformer
un méchant, parce qu'il a fait un acte méchant. Il y a des actes bons et des actes méchants, il n'y a pas de bons et de méchants. Il y a des gens qui font plus souvent des actes bons, des gens plus souvent des actes mauvais, mais il n'y a pas de bons et de mauvais. C'est l'acte lui-même qui est bon ou mauvais. Donc c'est dire à l'autre, je ne te réduis pas à un seul de tes actes, l'acte qui m'a fait souffrir. Donc ça me paraît très très important, le pardon. Parce qu'au fond, c'est une affirmation d'humanité, une double humanité, celle de l'autre et la mienne. Celle de l'autre en disant « je te rends ton humanité, puisque je ne te réduis pas à un seul de tes actes. Tu es capable de tout, et continuons à vivre avec un être capable de tout. » Et puis, c'est une humanité pour soi, puisque c'est se reconnaître soi-même faillible. C'est dire « moi aussi, je suis capable de tout, du pire et du meilleur. » Donc, finalement, le pardon, vous voyez, n'est pas d'emblée religieux ou même spirituel. C'est un thème profondément humaniste. Après, il y a des couleurs religieuses. Hein. On pourra en parler après. C'est-à-dire qu'au départ, il faut une altérité et une estime de soi. Voilà. Et on pardonne, comme vous dites, il y a deux mouvements. C'est-à-dire, on pardonne pour faire la paix avec l'autre, mais on pardonne aussi pour avoir la paix en soi. Hein. Donc, il y a quelque chose à la fois d'égoïste et d'altruiste dans le pardon. Il y a quelque chose d'altruiste, puisque c'est dire à l'autre, je te rends ta liberté complète, je te rends ton humanité complète, je ne te réduis pas, je ne t'essentialise pas, je ne te pétrifie pas. Donc ça, c'est la dimension altruiste du pardon, et c'est rendre possible la vie de l'autre et la vie de l'autre avec soi. Hein. Et puis, il y a un côté égoïste dans le pardon qui consiste à dire, je veux me débarrasser de la douleur que j'éprouve, des sentiments négatifs que j'éprouve, de la haine que j'éprouve. Parce que parfois, quand on a été blessé par quelqu'un, ou harcelé par quelqu'un, ou trompé par quelqu'un, on peut en avoir assez de ressentir ces douleurs-là, ou cette haine-là qu'on éprouve. Et on peut se dire, je mérite mieux que ce que j'éprouve. Je mérite mieux que ce que me fait subir l'autre avec l'acte qu'il a fait et les conséquences que ça engendre en moi. Donc on peut aussi pardonner pour soi. On peut pardonner pour sa propre paix, hein, pour arriver à la paix en soi. Donc vous voyez, c'est un double mouvement qui vise l'autre et soi-même. Il y a une dimension altruiste et il y a une dimension égoïste. Alors c'est pour ça que dans les histoires, eh bien, moi je vais faire peser le balancier plus ou moins vers l'altruisme ou plus ou moins vers l'égoïsme. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de Lily, qui pardonne toujours à sa sœur Moïsette, au fond, bien sûr, elle pardonne à Moïsette par amour et pour que la vie continue, mais ça l'arrange. Parce que comme ça, elle n'a pas à s'interroger sur les raisons qui font que sa sœur est une teigne absolue. Elle n'a pas à remettre en question la situation et elle continue à avancer toujours de la même façon. Donc au fond, c'est ce que lui reproche d'ailleurs Moïsette, elle lui dit « t'as le beau rôle, t'as toujours le beau rôle ». Ben oui, en plus ça lui donne le beau rôle. Hein. Et donc elle, il y a une dimension totalement bien égocentrée dans son pardon, qui est pourtant un acte altruiste. Vous voyez. Et puis par contre, si on est plus du côté de l'altruisme, ben là on est du côté de Mademoiselle Butterfly, de Mandine, qui représente le pardon absolu, l'incandescence du pardon. Donc voilà, je m'amuse à jouer sur les potentiomètres du pardon. Puis vous nous montrez aussi, alors, notamment avec la vengeance du pardon, dans cette nouvelle-là précisément, que la perversité de certains pardons peuvent parfois prendre la forme d'une vengeance aussi. Ben, c'est-à-dire, c'est la perversité devant quelqu'un de pervers aussi. Oui, certes. Parce que tout est relation. Hein, c'est-à-dire, quand vous êtes en face d'un pervers, il y a beaucoup de chances que vous développiez votre propre perversité. Ou alors, c'est que vous êtes imperméable aux autres. C'est-à-dire que quand Élise va voir l'assassin de sa fille en prison, d'abord elle veut comprendre. Elle veut comprendre ce qui s'est passé. Et puis je crois qu'elle veut aussi lui faire comprendre ce qui s'est passé. Mais aussi elle cherche quelque chose qu'elle ignore. Parce que souvent dans la vie, parfois on enchaîne des actes et on ne sait pas vers quoi on va, mais on y va. Et puis quand tout d'un coup, ça nous explose dessus comme une grenade, on se dit « Ah d'accord, c'est ça que je cherchais ». Elle, c'est un peu ça. C'est un peu comme si elle savait qu'il y avait quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Voilà, elle a rendez-vous avec quelque chose au bout de sa relation avec cet homme, mais elle ne sait pas quoi. Quand ça va apparaître, ça sera une évidence. Mais avant, elle est en recherche.
Voilà. Mais elle est en face de quelqu'un qui a un jour quitté le territoire de l'humain pour aller ailleurs. Et donc, elle veut le ramener dans le territoire de l'humain. Mais j'en dis pas plus. Oui, j'en dis pas plus. Parce que le pardon, même si on peut avoir la volonté de pardon, le pardon peut se heurter à l'impardonnable. Et ça, c'est quand même la grande question. D'accord, nécessité de pardonner, enfin, obligation, hein, c'est un terme moral, obligation de pardonner. Moi, je suis dans une philosophie du pardon, je suis un partisan du pardon. Mais le pardon peut se trouver en face de l'impardonnable. Et ça, moi, j'admets totalement que chacun de nous a le droit de décider, en son âme et conscience, ce qui est pardonnable et ce qui ne l'est pas. Je pense qu'il est difficile pour une mère de pardonner le viol et l'assassinat de sa fille. Donc, mon héroïne n'est pas perverse, elle est peut-être devant le mur suprême de l'impardonnable. Je dis ça pour ceux qui l'ont lu. Voilà. Ça me fait penser, je vous ai entendu plusieurs fois citer Jan Kelevitch et la nécessité du pardon. Oui. Nécessité du pardon, mais lui-même n'arrivait pas... Lui-même, Jan Kelevitch, le philosophe donc, du siècle précédent, a écrit un magnifique livre sur le pardon. Mais dans deux autres textes et dans sa vie privée, lui disait que non, quoique partisan du pardon, il n'arrivait pas à pardonner les Allemands d'être devenus nazis et d'avoir tué. Lui-même a dû se cacher parce qu'il était juif, c'était un russe juif. Il a dû se cacher pendant la guerre, il était interdit d'enseigner, il était résistant, mais voilà, il a eu des proches, et puis même si ce n'était pas des proches. Voilà, l'attitude des nazis pour lui relevait de l'impardonnable. Je pense que chacun de nous a une place à sa propre juridiction morale et décide de ce qui est pardonnable et pas pardonnable. Avec la plus grande volonté de pardon, parce que Jan Kelevitch était du côté de la volonté de pardon. Ou même là, moi j'ai eu la chance de présenter l'émission au début qu'est-ce que je raconte ? De présenter mon livre à l'émission de François Bunel, La Grande Librairie, et j'étais invité en même temps que Boris Cyrulnik. Et à un moment, François me dit, mais l'impardonnable. Et là, moi j'ai donné la parole à Boris Cyrulnik, parce que je pense qu'il avait des choses plus saignante que moi à dire là-dessus, et il est quand même quelqu'un qui est du côté aussi de la réparation, de la résilience, etc. Et il a dit, avec la meilleure volonté du monde, je ne pardonnerai jamais aux gens qui ont tué mes parents dans les camps et qui ont enfermé le petit garçon que j'étais dans un camp. Donc voilà, chacun, avec la plus grande volonté de pardon, peut se heurter contre le mur de l'impardonnable. Ça dépend c'est une question de morale. Et on n'a pas le droit de juger. Alors, on n'a pas le droit de juger l'absence d'un pardon, je dirais. Oui. Le mal, oui, mais pas l'absence d'un pardon. On évoquait Jan Kelevitch. J'avais Plus tard, je serai un enfant, qui est un livre d'entretien avec Catherine Lalanne. Vous parlez d'un autre grand monsieur qui vous dites que ça a été un merveilleux maître pour vous, c'est Derrida. Ah oui. Et ça me permet de rebondir sur un autre pardon. C'est celui qu'il évoque, lui, c'est le pur pardon, le pardon inconditionnel, le pardon irrationnel, le pardon absolument désintéressé. Et ça, c'est Mandine. Oui. C'est elle, ce pur pardon. Derrida, quand il parle Jacques Derrida, le philosophe, c'était mon professeur à Normal Sup, à la rue d'Ulm. Donc c'est avec lui que je préparais mon agrégation de philosophie. J'ai eu cette chance. Et quand il parle du pardon, Derrida, il définit l'absolu de ce que devrait être le pardon. Il dit, je ne sais pas si ça a jamais existé. Je ne sais pas si ça a jamais existé, mais si ça doit être quelque chose, c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé de relever le défi avec le personnage de Mandine, où elle pardonne à des êtres qui n'ont même pas conscience de la faute. C'est le pardon que vous avez dans le christianisme. Hein. Oui, mon Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que généralement, entre humains, la condition du pardon, c'est que l'autre soit conscient de sa faute, quand même. Et Jan Kelevitch, dans son livre, dit que dans la condition du pardon, il y a l'altérité avec le fait que la conscience de l'autre doit avoir conscience du mal qu'il a fait. Et donc conscience du
pardon qu'on va lui accorder par rapport à ce mal qu'il a fait. Et là, dans ce mouvement, à la fois dans le personnage de Mandine, qui est pur amour et pardon absolu, ou dans la phrase du Christ sur la croix, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », on atteint l'incandescence absolue du pardon. C'est-à-dire le pardon sans les conditions de la pardonnabilité, c'est-à-dire sans la conscience de l'autre du mal et de sa faute, et donc même pas de conscience du pardon qui va lui être accordé. Donc ça, c'est le plus haut degré du pardon. C'est le pardon absolu. Ouais. Le pur pardon, c'est... Le pur pardon, oui. C'est ça. Alors justement, c'est intéressant, on parle du pardon par amour, et puis on a parlé un peu du pardon égoïste. Oui. Il y en a d'autres encore. Il y a le pardon politique. Il y a le pardon politique, bien sûr. Il y a certains pays qui ont carrément fait des juridictions du pardon. Voilà, faut relire Nelson Mandela, qui, dans sa biographie, parle magnifiquement de ça. Et ça se résume assez bien dans une phrase, je trouve, de Mandela, qui dit « Le pardon n'efface pas le passé, mais ouvre le chemin de l'avenir. » C'est-à-dire, c'est rendre la vie ensemble possible. Le pardon. Comme je vous disais tout à l'heure, ne pas réduire l'autre au mal qu'il m'a fait. Ne pas réduire, une communauté ne doit pas réduire l'autre communauté au mal qu'elle lui a fait. C'est difficile. C'est un travail. Il y a un travail du pardon. Et en politique, certains se sont attelés à ce travail. Et c'est pour ça qu'ils méritent toute notre admiration. En tout cas, moi. Alors, à travers ces 4 nouvelles, il est évidemment question de pardon, vous l'avez compris, mais il est aussi question d'amour. Et il est question de désamour et des ravages du désamour aussi. Je pense notamment à Moïsette, je pense à Sam Louis. Ça, c'est aussi une notion qui est importante. Oui, il y a d'abord des êtres qui ne reçoivent pas d'amour, ou il y a des êtres qui ne savent pas reconnaître l'amour qu'ils reçoivent. Il y a les deux. On connaît ça dans nos familles. Il y a tout d'un coup des gens qui vous racontent leur enfance. Et on se dit, mais j'étais là, c'est pas ça que j'ai vu. Mais évidemment, il n'y a que des perçus subjectifs. Et voilà, Moïsette, je pense qu'elle est aimée, mais elle n'est pas aimée comme sa sœur. Et elle voudrait être aimée comme sa sœur. De toute façon, elle veut être comme sa sœur. Elle veut être à la place de sa sœur. Donc, elle fait partie de ces gens qui ne savent pas recevoir l'amour et qui ne savent même pas le reconnaître. Et puis il y a des êtres comme Sam Louis, qui est le tueur en série. Alors je n'essayais pas du tout de m'attendrir sur lui, de vous attendrir sur lui, mais vous savez, un romancier, ça ne juge pas. Autrement, c'est un mauvais romancier. Un dramaturge non plus, ça ne juge pas. Ça laisse vivre les personnages. Voilà, c'est vous qui jugerez. Mais c'est pas au romancier de prémâcher et de dire qui est bon, qui est méchant, etc., etc. Donc il y a des scènes très étranges. Moi-même, en les écrivant, j'étais un peu... Je marchais sur des œufs entre Élise, la mère de cette jeune fille violée puis tuée, et l'assassin. Entre Élise et Sam Louis. Il y a des scènes absolument incroyables où, au fond, elle essaye de l'emmener... Elle essaye de retrouver la faille, elle essaye de trouver l'endroit, le moment de sa vie où il a quitté l'humanité et où il a cessé d'avoir de l'empathie, cessé de considérer l'autre comme un autre soi, cessé au moment où il a pensé que lui seul comptait et devenir un prédateur absolu. Et elle essaye vraiment de trouver ce moment-là, parce que forcément, ce moment-là, s'est produit. Et on voit effectivement qu'il y a une succession de désamours. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour, qui en attendait. Et un jour, la colère de la frustration l'a emporté sur tout le reste. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a quitté le territoire de l'humain. Mais je pense que voilà, beaucoup de choses sur Terre s'expliquent par la frustration d'amour et que beaucoup de choses se soignent par la présence de l'amour. C'est aussi simple que ça. Parfois, on fait des grands discours compliqués, mais je pense que un des éléments fondamentaux de nos vies, c'est la présence ou l'absence de l'amour. L'amour qu'on donne, l'amour qu'on reçoit.
Ça me fait penser justement, alors toujours dans les entretiens avec Catherine Lalanne, vous confiez que vous aimez bien dans vos livres lier les jeunes et les anciens, ce qui me fait penser à l'amour, à la transmission. Donc il y a Oscar et la Dame Rose, Momo et Monsieur Ibrahim, et puis là il y a Daphné et Ferner von Breslau, pardon. Alors dans l'entretien vous dites que c'est une manière de poursuivre la conversation avec votre grand-père, mais je pense aussi que vous avez envie que l'adulte, avec ses moyens, sa force d'adulte, transmette à l'enfant pour qu'il réussisse. C'est comme si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça. Pour moi, il y a une belle interaction entre... Bon, c'est vrai que moi, j'ai eu un grand-père que j'ai adoré, qui est souvent présent de façon fantomatique dans ce que j'écris. Monsieur Ibrahim, cet homme qui est sage dans ses silences comme dans ses paroles, c'est mon grand-père. Qui ne tenait pas une épicerie, qui ne s'appelait pas Ibrahim et qui n'était pas musulman. Hein, mais c'est mon grand-père. J'ai pris tout l'affect que j'avais de ma relation avec mon grand-père pour recevoir ce personnage. Je pense que d'abord, il y a des points communs entre la jeunesse et la vieillesse. C'est qu'on est aux marges de la société quand on est jeune et quand on ne travaille plus et qu'on est ancien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est plus contemplatif, on est beaucoup plus en observation. Et puis, il y a une humilité. Il y a l'humilité de l'innocence, et puis après, il y a l'humilité de l'expérience, au debout de la vie. Voyez ? Et au milieu, on croit qu'on sait. Hein, parce qu'on a du pouvoir, parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on conduit une voiture, enfin moi j'ai jamais pu, mais bon, etc. Et donc on croit qu'on sait. Dans une de mes pièces, Le Visiteur, j'avais mis cette phrase, c'est les enfants sont spontanément philosophes, ils posent des questions, et les adultes sont spontanément idiots, ils répondent. Mais voilà, c'est souvent ça qu'on acquiert dans l'âge adulte, l'illusion de savoir. Moi je me souviens quand j'étais adolescent, on avait un copain qui donnait toujours l'impression qu'il savait tout. Donc il avait un succès incroyable avec les filles. Parce que par exemple, on était, au-dessus des rochers, et si une fille demandait à quelle distance, à quelle hauteur de la mer on est sur ce rocher, il répondait 721 mètres. Et moi j'étais fasciné parce qu'il disait n'importe quoi, bien sûr. Et ça marchait. Et là, j'avais pas du tout envie de devenir un adulte comme ça. J'avais envie de devenir ni la fille ni le garçon. Ni le garçon qui ment, ni la fille qui croit. Vous voyez, voilà. Et je me suis toujours tenu à l'écart de l'illusion du savoir. C'est peut-être pour ça que j'ai fait de la philosophie. Parce que s'il y a une chose que vous enlève la philosophie, c'est l'illusion de savoir. Puisque philosopher, c'est s'interroger, c'est rendre plus accru le questionnement, c'est se rendre compte que parfois on ne trouve pas de réponse, c'est se rendre compte qu'il y a plusieurs réponses, et que le choix entre les réponses ne relève pas de la pure rationalité, mais d'autre chose. Donc vous devenez un veuf de la vérité quand vous faites de la philosophie. Et c'est bon. Et c'est bon de perdre cette illusion de savoir. Hein, souvenez-vous de la parole fondamentale d'un des premiers philosophes, Socrate, je sais que je ne sais rien. Ou je sais que je ne sais pas. Très important de savoir qu'on ne sait pas. Très important d'apprendre aussi. Moi, j'adore apprendre, mais on ne peut pas tout apprendre, surtout on ne peut pas tout savoir. Il y a plein de questions qui sont indécidables dans nos vies. Souvent, les questions les plus intéressantes sont indécidables. Si je dis où est mon manteau, il est là, bon, c'est pas très intéressant, mais si je dis quel est le sens de la vie, là, j'ai plus de mal. Donc voilà, les questions les plus intéressantes n'ont pas de réponse certaine. Elles ont des réponses qu'on construit, des réponses problématiques, des réponses qu'on articule, des réponses qui font la relation humaine et l'intelligence humaine. Mais ce n'est qu'humain, notre réponse. Bref. Donc je trouve qu'il y a ça de commun entre l'enfance et la vieillesse, c'est l'humilité de ne pas savoir. L'enfant sait qu'il ne sait pas et souvent la personne âgée, par son expérience, se méfie des réponses trop simples ou des réponses certaines et a appris à remettre en question ses certitudes, etc. Donc l'âge adulte me paraît un peu un âge d'illusion.
au milieu. Donc voilà, j'aime bien faire se rencontrer ces âges-là, et en même temps, chacun donne à l'autre, quoi. Parce que si la personne âgée peut donner beaucoup à l'enfant, son expérience, sa réflexion, le fait qu'elle a adopté une spiritualité, par exemple, etc., c'est quelque chose de très intéressant pour l'enfant, mais l'enfant apporte autant à l'adulte. Donc voilà, c'est une interaction que j'aime bien décrire. Voilà, mais c'est sans doute parce que j'ai vécu ça dès l'enfance. Oui. Et là, Daphné, justement, dans cette nouvelle, elle est importante dans les réponses. Oui, parce qu'elle lui fait comprendre. Très spontanées. Très spontanées. Ben là, c'était. Vous savez, les enfants sont souvent des philosophes spontanés. Parce que lui, il est face quand même à une. C'est dans cette nouvelle qu'on est face à cette question de comment se pardonner à soi-même. D'autant que là, c'est une faute, un crime involontaire. C'est tout d'un coup, il y a un visage, oui. quelque chose qui n'en a et pas. Et elle lui fait comprendre qu'elle lui dit, mais on pardonne, je me souviens plus comment elle parle exactement. Mais en gros, elle dit, on pardonne une chose, on pardonne pas quelqu'un. On pardonne une chose à quelqu'un. Hein, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a fait un acte mauvais qu'on est mauvais. Elle lui fait distinguer l'acte et l'essence de la personne. Et tout d'un coup, ça va interférer dans son processus à lui par rapport à sa culpabilité. Est-ce qu'il est acheté à la poubelle tout entier parce qu'il a fait un jour ça, ou est-ce que malgré tout il n'y a pas d'autres choses dans son élément qui font sa valeur, dans sa vie, qui font sa valeur humaine. Donc c'est elle qui déconnecte l'acte et la personne. Donc elle lui apporte beaucoup. Ouais. Alors dans cette nouvelle, comme dans les Sœurs Barbarin, et puis comme dans d'autres textes, la nature, les fleurs, le jardin, c'est toujours très présent. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est parce que vous vous sentez écrivain jardinier, comme vous aimez le dire, ou est-ce que c'est un petit clin d'œil à Candide et au jardin? C'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble. D'abord, j'adore le jardin. Et j'ai un jardin, enfin j'ai 2 jardins. Enfin, il y en a un qui est beau. À force. Au bout de 10 ans, ça finit par être beau. J'adore ça. Voilà, comme j'adore les arbres. Il y a souvent des arbres qui ont des rôles dans mes histoires. Parce que j'adore les arbres, J'ai acheté ma maison de campagne à cause du tilleul qui était au milieu du terrain, pas de la maison. Parce que je suis tombé amoureux de ce tilleul et on a une très belle vie ensemble. Et ma chienne aussi adore ma chienne principale, la mère des autres, elle adore. On passe des heures sous ce tilleul. C'est un arbre miroir, le tilleul. Vous savez, il y a autant en racines qu'en l'air. Donc vous êtes vraiment entre la terre et le ciel, dans un équilibre parfait. Oui, donc je me suis lâché sur les jardins et sur la nature dans ce livre. Parce que ça se prêtait. Et en plus, comme je lui décris un petit village qui a été déjà une fois dans un de mes textes, dans, je ne sais plus quel... Un texte qui s'appelle L'Empoisonneuse, qui est dans le concerto à la mémoire d'un ange, je crois. Voilà. Il y avait déjà ce petit village qui s'appelle Saint-Sorlin-en-Bugey, qui est en fait le village où je passais mes vacances avec mon grand-père, justement, qui est un petit village au bord du Rhône, qui est absolument idyllique, qui est un des villages les plus fleuris de France, qui est absolument... Et j'adore raconter une histoire épouvantable dans un cadre idyllique. Parce que je trouve que ça ressemble à la vie. Vous savez. Moi, je suis pas du tout je suis pas du tout cinéma français au sens, vous savez, dans un film français, le héros et l'héroïne se séparent, paf, il pleut. Moi, j'ai vécu des ruptures en plein soleil. C'est beaucoup plus cruel. Mais cette espèce de romantisme de la nature qui concède au héros d'être d'accord avec elle, je trouve ça d'une niaiserie. Donc moi, je préfère les contrastes. Voilà. Donc quand j'ai une histoire absolument épouvantable, vous vous en rendez compte dès que je décris un univers idyllique, au départ. Voilà. Et alors, cette métaphore de l'écrivain jardinier, je vous ai entendu en parler, mais j'aime bien quand vous racontez ça, c'est de ces histoires que vous allez cueillir, justement. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que moi-même, je me vis comme... J'ai plusieurs images, en fait, agrestes pour définir le travail de l'écrivain. Mais effectivement, moi, parce que souvent, les gens me disent, vous écrivez beaucoup, vous travaillez beaucoup. Ben non, je ne travaille pas... Enfin, si,
Il faut dire qu'on travaille beaucoup. Non, mais je veux dire, je ne me mets pas tous les jours à ma table pour écrire des histoires. Je les écris juste quand elles sont faites. Pour moi, écrire, c'est accoucher. Ça prend beaucoup moins de temps que de concevoir. Et le temps où je conçois, je fais autre chose. Je fais du théâtre, je voyage, je fais des tas de choses. Et donc, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir un verger dans mon cerveau. Un verger qui porte des arbres. Alors, il y a des arbres qui donnent des poires, d'autres des pommes, d'autres des oranges, etc. C'est-à-dire des nouvelles, des pièces de théâtre, des films, des essais, des contes comme Oscar ou Monsieur Ibrahim, etc. Et moi, je vais régulièrement faire un tour dans mon verger pour voir ce qui est mûr. Et je cueille ce qui est mûr. Et là, j'écris. Voilà. Et ça se passe très, très naturellement comme ça. Et ma seule angoisse existentielle par rapport à tout ça, c'est de me dire, est-ce que j'aurai le temps de tout raconter, de prendre tous les fruits. Il y a tellement d'histoires que j'ai à raconter. C'est pour ça que quand les gens disent la page blanche, alors je ne sais pas de quoi on me parle. Moi, c'est l'angoisse inverse, se dire, est-ce que j'aurai le temps de tout raconter? Voilà. Mais c'est très naturel. Je veux dire, moi, je suis écrivain comme justement un pommier fait des pommes, quoi. D'ailleurs, la question pourquoi vous êtes écrivain, je fais toujours semblant de répondre. Demandez à un pommier pourquoi il fait des pommes. C'est pas, on fait semblant, on dit des trucs qui ont l'air intelligents, complètement idiots, parce qu'en fait, c'est extrêmement naturel. Quand on a la chance d'avoir trouvé ce pourquoi on est fait, chacun de nous est fait pour quelque chose. Ceux qui sont les plus heureux parmi nous sont ceux qui ont trouvé pourquoi ils sont faits. Et c'est pas forcément, c'est des choses extrêmement variées. Mais ce qui compte, c'est de ne pas se rater, quoi, de bien se diagnostiquer, de savoir pourquoi on est fait. Moi, j'ai trouvé, et c'est très agréable. Je veux dire, c'est très agréable d'être en compagnie de moi-même, depuis que je suis moi-même. Voilà. Avant, c'était beaucoup moins agréable. C'est ce que vous dites dans Plus tard, je serai un enfant, on voit les étapes. Oui, de construction. Oui, parce que souvent, les autres comprennent avant vous qui vous êtes. Parfois, ils se trompent aussi. Mais parfois, ils comprennent avant vous. Moi, tout le monde avait compris que j'étais écrivain, sauf moi. Moi, je cherchais la musique, plein de choses. Comme j'avais des facilités, je pouvais m'engager dans des terrains comme ça, différents. Et puis, tout le monde avait compris, sauf moi. Puis un jour, j'ai fini par comprendre. Et là, les ennuis ont commencé. Parce que c'est pas tout de trouver ce pourquoi on est fait, il faut le faire bien. Et là, le travail arrive. Merci. Peut-être que vous avez des questions à poser à Éric Emmanuel Schmitt. Sinon, je continue, j'en ai encore. Mais je trouve que c'est bien aussi quand le public... Je me tiens à votre disposition, munie d'un micro et prête à courir dans l'amphi. Qui veut poser une question? Et ben voilà. Super. Je vais commencer. Bonjour, donc merci déjà d'être présent ici, c'est vraiment un honneur pour nous. Alors, juste par rapport à ce que vous aviez évoqué tout à l'heure sur le pardon, vous parlez justement des deux alternatives, l'altruisme et l'égoïsme. Et au final, moi je me dis, mais comment on peut arriver à répondre, et puis également sur un autre moment, vous disiez finalement, lorsqu'elle pardonne, ça va pas, lorsqu'elle elle décrit la vengeance, ça ne va pas non plus. En fait, finalement, quelle est la réponse à quelqu'un qui peut être justement agressif ou qui nous fait du tort? Moi, je crois que quand on est agressé par quelqu'un d'autre, d'abord l'empathie est une bonne manière à la fois de recevoir les coups et de les désamorcer. C'est-à-dire essayer de comprendre les choses du point de vue de l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il soit si agressif ou pour qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela? Et donc éventuellement, tout d'un coup, renvoyer l'autre à lui-même plutôt que le faire se cogner contre nous. Moi, c'est la première chose. Et puis après, moi, il me semble important mais je n'ai pas donné des cours de vie, j'en suis incapable. J'essaye de réfléchir à voix haute. Autrement, il me semble important toujours je pense à la phrase de Mandela que je citais tout à l'heure, pas effacer le passé, mais ouvrir le chemin de l'avenir. C'est-à-dire rendre possible la vie ensemble. Rendre possible la vie ensemble. Et ça me paraît une priorité. Et c'est pour ça que j'aurais envie de dire que le pardon, c'est un chemin.
C'est-à-dire que c'est un processus en mouvement. Parce que il y a le pardon qu'on décide, et puis il y a le pardon qu'on ressent. Pour le dire autrement, il y a le pardon volontaire et le pardon émotionnel. On vous agresse, vous décidez de pardonner. Vous le décidez avec votre volonté. C'est votre intelligence, c'est votre moralité qui vous pousse, qui vous disent à dire « je te pardonne ce que tu as fait ». Mais ça ne veut pas dire qu'au fond de vous, vous avez cessé de souffrir. Ça ne veut pas dire que vous n'éprouvez pas de la haine chaque fois que vous repensez à ce qui s'est passé. C'est toujours le tumulte en vous. Hein. C'est-à-dire le pardon émotionnel, vous ne le vivez pas. Vous n'avez pour l'instant vécu que le pardon volontaire. Mais ce que je pense, c'est que deux choses. C'est-à-dire qu'en pratiquant le pardon volontaire qui ne vous apaise pas, vous avez rendu possible la vie avec l'autre, quand même, pour qu'elle continue. Mais l'autre chose, c'est que je crois que seul le pardon volontaire peut éventuellement créer l'espace où un jour arrivera le pardon émotionnel. Parce que souvent, moi, je rencontre des gens qui me disent « j'attends d'être en paix pour pardonner ». Bon, moi, je leur réponds « vous pardonnerez jamais ». Pardonnerez jamais. D'abord, la paix, ça ne vient pas tout seul, ça se fait. Hein, la paix, ça se fait. Et je crois que voilà, le pardon volontaire, c'est-à-dire celui qu'on décide, peut éventuellement créer la possibilité qu'un jour arrive le pardon émotionnel, c'est-à-dire la paix intérieure. Mais aussi peut-être que ça n'arrivera jamais. Jamais, parce qu'on sera toujours révolté, on sera toujours en colère, ou on aura toujours de la peine en pensant à ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on a rendu la vie possible avec l'autre. Donc on a fait sa part, je trouve. Peut-être une question de temps aussi. Le temps, c'est important. Je sais pas. Ça me fait penser. Il y a une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Le Pardon. Ah, je m'en souviens pas. Si, avec Berthe. Et justement, son mari la trompe avec une femme, et la solution qu'il va trouver pour que tout se passe, que ce soit finalement un couple à trois sans que Berthe ne s'en rende compte, c'est qu'il la présente comme sa très bonne amie, et ils deviennent très proches toutes les deux, ils sont très proches, voilà, c'est son amie, elle est heureuse, elle en parle, et elle vient à mourir, cette femme, ouais. Et sur son lit de mort, elle réclame le mari. Et elle le réclame en lui faisant passer un petit papier que Berthe va voir, et elle lui dit « je viens me voir, je me meurs ». Et donc Berthe comprend que pendant toutes ces années, elle a été trahie à la fois par son mari et par son unique ami. Et suite à la mort de cette femme, il y a tout un temps qui se passe, je crois qu'il y a une année entière, où... ils se font la gueule, hein, tous les deux, ça va pas, et jusqu'au jour où elle l'emmène au cimetière, sur la tombe de l'ami décédé, et là, elle lui dit « je te pardonne ». Voilà. Et il y a ce temps entre les deux. Pour une fois, une nouvelle de Maupassant qui finit bien. Vous êtes sûr qu'elle est de Maupassant ? Ah oui, si, c'est sûr et certain. Je ne sais plus dans quel recueil elle est, mais... oui. J'adore Maupassant, mais je suis toujours terrorisé par ses fins. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Oui, j'étais sûre. C'est toujours d'un côté, et la deuxième, elle est de l'autre côté. Bonsoir. Bonsoir. J'étais, ce que vous avez dit a résonné en moi sur le fait d'avoir la chance de trouver pourquoi on est fait, et ça m'a fait naître une question peut-être ontologique ou ontique, je sais pas. Vous écrivez quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je sais pas. Puisque vous avez un jardin intérieur, c'est quoi la nature de ces fruits ? Quel est le sens justement de cette mission que vous avez trouvée ? Pour moi, il s'agit de... Je crois que je fais de la philosophie sous forme de fiction. Ma formation est celle d'un philosophe, le seul, mais que je suis normalien, agrégé en philosophie, docteur en philosophie. Et j'ai fait une thèse, bien sûr. Et tout le monde s'attendait à ce que je fasse de la philosophie
d'une façon, entre guillemets, traditionnelle, c'est-à-dire en écrivant des essais de philosophie. Et je savais que c'était pas ça. Et j'ai pris la tangente. J'ai renoncé à la sublime carrière universitaire parce que je voulais remettre la philosophie là où elle est, c'est-à-dire dans la vie, en chair, en émotion, en sentiment, en situation, comme disait Sartre. Et j'aime raconter des histoires qui vous permettent à vous de devenir philosophe. C'est pas moi qui vais faire le travail à votre place. Hein. L'histoire est une suscitation, c'est une graine que je sème. Donc toutes mes histoires sont des fables, au fond, même les plus gros romans que j'ai pu écrire. C'est-à-dire je mets en place des dispositifs de narration et des personnages qui, après, vous permettent de réfléchir à certaines situations. Voilà, je crois que c'est la spécificité de ce que je fais. Et ça, je ne l'ai pas découvert a posteriori, je le savais dès le départ. Enfin, dès que j'ai renoncé à l'écriture philosophique normale. Voyez. C'est pas pour rien aussi que même pour faire ma thèse, j'avais choisi Diderot comme sujet de thèse. C'est-à-dire justement quelqu'un qui faisait de la philosophie sous des formes pas traditionnelles, en écrivant des contes, des lettres, des pièces de théâtre, des articles de l'encyclopédie, etc. Il n'y a pas d'essai de Diderot à proprement parler. Il n'y a pas de, vous voyez, il a pratiqué une écriture totalement beaucoup plus inventive et toujours très très incarnée. Bon, en plus il était matérialiste, voilà. Donc je crois que c'est ça mon. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Bon, alors voilà, je crois que c'est ça. Ma part, c'est ça. Merci. Oh, pas trop loin, merci monsieur. Bonjour. Bonjour. Je me demande si la thématique du pardon, on le retrouve dans une grande partie de votre œuvre ou dans d'autres livres. Je pense notamment à La part de l'autre, avec des liens aussi avec vous-même. Ouais. Le pardon, il était très présent dans un livre qui s'appelle Les Deux Messieurs de Bruxelles, où il y avait une nouvelle qui s'appelle Le Chien. Je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est à partir d'une petite chose que racontait Emmanuel Lévinas dans son journal. Je vous dis juste ce que racontait Lévinas, donc philosophe. C'est que il était dans un camp de prisonniers pendant la guerre et donc maltraité, bien sûr, réduit à une espèce de sous-humanité. Et un jour, derrière la grille du camp, il y avait un chien qui jouait avec deux gardes qui étaient à l'intérieur du camp. Le chien était à l'extérieur du camp et il jouait avec des boules de neige. Et puis les deux gardes sont rappelés par leur devoir, et tout d'un coup le chien se présente devant le prisonnier, Emmanuel Lévinas, et jappe pour jouer avec lui. Et Emmanuel Lévinas s'effondre, parce qu'il n'est plus un homme pour personne, sauf pour ce chien, puisque ce chien, tout d'un coup, lui restitue son humanité en le considérant comme un homme à part entière, et non pas comme un prisonnier du camp. Et donc, la donation d'humanité dans le regard d'un chien, alors qu'il n'y avait plus de donation d'humanité dans le regard des hommes. J'ai toujours été bouleversé par ce texte. Et donc j'ai écrit une nouvelle qui tourne autour de ce thème, qui s'appelle Le Chien, où vous verrez la problématique du pardon, où un chien apprend à un homme à pardonner. De toute façon, moi je trouve qu'on a beaucoup à apprendre. Moi j'apprends beaucoup de mes chiens, ne serait-ce que déjà la joie de vivre. Pourtant je ne suis pas quelqu'un de sinistre, mais je veux dire, moi j'ai des réveils douloureux et je mets à peu près 1h30 à savoir mon nom. C'est parce qu'il y a beaucoup de liaisons à réveiller, parce que comme je suis entouré de gens qui se réveillent, qui sont en pleine forme, je leur dis toujours, mais moi j'ai plus de neurones que vous, c'est pour ça prend du temps. Mais mes chiens m'aident beaucoup, parce que voilà, moi je sors du lit exsangue, m'accrochant au mur, etc. Et eux, en pleine forme, etc., etc. Je me dis, ils ont raison. Et donc tout de suite ça va mieux. Et puis des leçons d'amour, des leçons de pardon, des leçons d'humanité, oui, moi j'en ai pris beaucoup chez les animaux. Et donc il y a ça. Et alors La part de l'autre, alors c'est mon livre sur Hitler, mon double livre sur Hitler, le Hitler réel, celui qui a raté l'Académie des Beaux-Arts et qui est devenu le salaud qu'on l'on sait,
Et puis le Hitler virtuel, Adolf H, qui lui réussit, le même qui réussit les beaux-arts, et qui va se développer non pas sur la frustration, mais sur l'accomplissement, l'épanouissement de soi, et qui va vivre dans un XXe siècle qui ne connaîtra pas Adolf Hitler dictateur, mais Adolf H, peintre moyen, très apprécié de la bourgeoisie juive. C'était plus une tentative il n'y avait absolument pas, pour moi, dans ce livre, de tentative de pardon. C'est une tentative de compréhension. C'est-à-dire comprendre comment on devient un monstre. Comment un gamin de 18 ans, normal, il a perdu sa mère d'un cancer du sein, il a des difficultés avec les filles, il veut être peintre, il adore la musique, dès qu'il a un peu d'argent, il va à l'opéra. Il n'est pas antisémite. Il est tout à fait normal, ce garçon-là. Vous voyez ? Comment celui-là va devenir celui qu'on connaît ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on fabrique des monstres ? Comment les monstres eux-mêmes se fabriquent-ils ? Et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce double roman, pour essayer de comprendre de l'intérieur comment on devient Adolf Hitler, ou même nous, comment nous pourrions devenir nazis. Parce que je trouve que personne n'a à s'exclure. Donc comprendre. Comprendre, ce n'est pas justifier, comprendre, ce n'est pas absoudre, comprendre, c'est juste comprendre. Mais alors c'est sûr que dans l'environnement intellectuel français, surtout les années 90-2000, on n'était pas du tout dans une volonté de comprendre ce genre de choses. Vous savez, il y a tout l'impératif lancé par Claude Lanzmann et d'autres intellectuels autour de la Shoah, disant il ne faut même pas essayer de comprendre. Comme si comprendre, c'était justifié. Et moi, je trouve que cette perspective est totalement stérile et dangereuse. Parce que ne pas comprendre ce qui se passe dans la tête de celui qui devient monstrueux, ne pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'un type qui devient un terroriste, ne pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'un type qui se radicalise, c'est idiot, il faut essayer de comprendre. C'est comme ça qu'on peut lutter. Donc, parce que ce qui arrive dans l'autre arrive en nous. Je veux dire, c'est un de nos possibles. C'est toujours, on a un infini de possibles devant nous. Donc voilà, moi, ma volonté de comprendre, j'ai le même but que Lanzmann, le but, c'est plus jamais ça. Mais moi, je crois que c'est en essayant de comprendre et non pas en refusant de comprendre. Surtout que quand on refuse de comprendre, on dit c'est l'autre, c'est pas moi. Vous voyez, ah non, c'est un fou, ah non, mais c'est des tarés, c'est des Allemands, ou c'est des... Non, je veux dire, c'est dans l'humanité que ça arrive. L'humanité, elle est capable de produire Mozart, Mère Teresa et Adolf Hitler. Donc c'est nous. Hein, donc il faut se confronter aussi à soi-même quand on essaye de comprendre ces êtres-là. Et donc voilà, c'était une tentative de compréhension. Il n'y avait pas une seconde tentative de pardon. Merci. Y a-t-il une autre question ? On fait la chaîne ? Bonjour. Bonjour. J'avais deux questions, moi. Donc c'était premièrement pour revenir sur la part de l'autre, mais plutôt sur le journal de la part de l'autre. Et j'y voyais aussi une forme de pardon, comme ah oui, pardonner à soi-même la part de mal qu'on avait en soi. Donc ça, c'était ma première question. Est-ce que vous voyez aussi une sorte de pardonner, surtout dans le dialogue que vous avez un peu à vous-même et que vous nous rendez possible d'entendre ce dialogue ? Et la deuxième question, c'est l'enchaînement logique du recueil de nouvelles, de La vengeance du pardon. Et pourquoi avoir fait le choix de mettre les deux nouvelles où il y a une réflexion sur soi-même et sur le mal qu'on fait à la fin, donc pour les deux dernières? Alors je réponds d'abord à la deuxième, parce que c'est la plus simple. Oui, j'organise une progression intellectuelle dans le pardon à mauvais escient, le pardon sublime, après l'approfondissement du pardon avec son ambiguïté et le pardon à soi. Il y a vraiment comme ça tout un chemin pour essayer d'approfondir le sujet, comme aujourd'hui on pourrait le faire effectivement. C'est pour ça qu'elles ont cet ordre-là, vous l'avez parfaitement vu. Alors autrement, le pardon à soi-même, c'est ce dont parle d'ailleurs un peu la dernière nouvelle. Et alors dans le journal de la part de l'autre, je ne suis pas du tout... Enfin, il faudrait que je le relise. Le problème, c'est que moi, je ne me suis pas relu depuis longtemps. Pour moi, la perspective il ne s'agit pas du tout de me pardonner à moi la part de mal que je pourrais avoir, mais c'est plutôt de reconnaître qu'en moi, il y a une part de mal qui me rend semblable à l'autre, fût-il le plus monstrueux. C'est dire, le monstre, ce n'est pas l'autre
que moi-même. Le monstre, c'est moi si. C'est moi si je me laisse aller à simplifier les situations et à trouver un bouc émissaire plutôt qu'à regarder la complexité des causes. C'est moi si je pense que j'ai toujours raison. C'est moi si. Voyez. Et donc on est tous en capacité de devenir le barbare. Donc c'est plutôt reconnaître que le danger est en soi et non pas dans l'autre, et du coup être vigilant par rapport au danger qui est en soi. Je crois que je dis dans le journal en disant le monstre est à l'intérieur de nous, laissons-le dans une cage. Voilà. Fabriquons la cage et mettons-le dans la cage. C'est ça, avoir une vie morale, une vie authentique, je pense. Et alors la question du pardon à soi-même, là moi je vais juste vous lancer des pistes parce que j'ai pas de certitude là-dessus. Malheureusement, dans une vie d'homme, on fait du mal, même si on est animé des meilleures intentions. On fait, sans le vouloir, on fait de toute façon du mal aux autres. On fait du mal aux autres parce qu'on n'est pas là, parce qu'on n'a pas été attentif, parce qu'on n'a pas compris vraiment ce qui s'est dit, ou on n'a pas compris quelle était l'attente de l'autre, parce qu'on a choisi autre chose, on a fait d'autres choix. Bref, on fait du mal. Et parfois, on fait du mal en plus à des gens qu'on aime profondément. Donc c'est presque une double souffrance. Souffrance d'avoir infligé la souffrance à celle qu'on aime, et souffrance de reconnaître la radicalité du mal, le fait qu'on n'y échappe pas. Donc, moi, bien sûr, j'ai vécu, je vis ce genre de choses, c'est-à-dire tout d'un coup, j'ai fait du mal parce que j'étais pas là, parce que j'avais pas compris, parce que je pensais à autre chose, parce que, bref. Donc du mal sans intention de mal faire, mais du vrai mal. Et alors là, il y a deux solutions. Alors d'abord, il y a trois solutions. Il y a d'abord ceux qui s'exemptent immédiatement de ça, en se disant « mais non ». Ils se justifient totalement. Et finalement, au fond, ils font disparaître le mal de leur conscience. Je dirais quand même, l'être humain est un peu comme ça. Hein. Les gens... C'est toujours les autres qui font des erreurs, c'est jamais eux. Enfin, surtout des fautes. Des erreurs, on veut bien en faire. Des fautes, autrement, vous vivez avec votre faute, avec le sentiment de la faute, et puis après se pose la question, est-ce que vous pardonnez? La question de la culpabilité. Alors, moi, j'ai juste une réponse personnelle, et puis je pense qu'il y a des réponses très différentes dans chacun des esprits qui se trouvent en face de moi. Mais moi, je sais que, par exemple, moi, je ne me pardonne pas, au sens où je préfère garder ce sentiment de culpabilité comme un aiguillon qui me tient éveillé et qui m'empêche peut-être de recommencer trop facilement. Vous voyez ? Donc, j'entretiens la culpabilité, je ne l'efface pas du tout. Parfois, j'ai des proches qui me disent « mais tu mérites la paix, tu mérites la sérénité, pardonne-toi ». Et là, je leur réponds, mais j'ai pas envie d'être serein, j'ai envie d'être meilleur. Alors voilà, chacun cherche. Il y a des gens qui cherchent la sérénité. Moi, j'ai la sérénité à d'autres endroits, en métaphysique, etc., etc. J'ai beaucoup de chance. Mais dans mes rapports à autrui, j'ai aucune sérénité, c'est trop compliqué. Donc voilà, je préfère entretenir cette culpabilité en me disant qu'elle me rendra meilleur. Que me pardonner et essayer d'arriver au pardon émotionnel, la tranquillité intérieure. Voilà. Mais bon, c'est juste une option personnelle. Hein. Mais comme aujourd'hui tout le monde veut être serein, moi je dis non, c'est pas... il y a peut-être mieux à faire qu'être serein. Non ? Je sais pas. Proposition. Merci. Peut-être parce que Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes un optimiste. Après tout ce que je viens de dire. Oh, si, bah oui, être meilleur. Oui, donc voilà, entretenir la culpabilité par optimisme pour être meilleur. Mais je le crois. Parce que pardonner, c'est quitter le passé pour reprendre le chemin de l'avenir. Et parce que Saint-Exupéry et son petit prince habitent l'une de vos nouvelles, j'avais envie de conclure en citant un petit extrait que je vais vous lire.
C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce que l'une d'elles vous a trahi, de ne plus croire en l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'a pas été dans la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Merci, Récon.